Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifiée chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Hey, salut, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast S'élever en même temps que son enfant. Aujourd'hui, je vais te parler de la confiance en soi de ton enfant et surtout de te parler d'une petite chose qui peut venir impacter, diminuer la confiance en soi de ton enfant, mais également la tienne. L'épisode va surtout être centré sur ton enfant, mais n'oublie jamais que un enfant, en fait, il reproduit ce qu'il voit. Il n'écoute pas ce qu'on lui dit, il fait ce qu'il voit. Donc vraiment, mon conseil, ça a toujours été et ça sera toujours d'incarner ce que tu attends de ton enfant. Bref, pour en revenir au sujet d'aujourd'hui, je voudrais te parler de ce que l'on appelle l'impuissance apprise. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui te parle, mais l'impuissance apprise, c'est quelque chose qui peut venir impacter négativement, qui peut venir diminuer le sentiment de confiance en soi que peut avoir ton enfant. Alors concrètement, c'est quoi l'impuissance apprise ? L'impuissance apprise, c'est justement une perte de confiance en soi, de confiance en ses capacités à réussir quelque chose, suite soit à des échecs répétés, soit au fait de l'absence d'avoir un résultat positif. Et là, je pense que du coup, en te donnant la définition de ce qu'est l'impuissance apprise, tu peux entrevoir le lien fort qu'il y a donc avec la confiance en soi que ton enfant peut avoir. C'est un sujet que j'ai déjà abordé, notamment avec Thibaut du compte La vie de Sora. On échangeait autour des similitudes entre l'éducation canine positive et la parentalité bienveillante, et c'est quelque chose qu'on avait légèrement abordé. Aujourd'hui, je vais aller beaucoup plus dans le détail pour te montrer comment, sans t'en rendre compte, malheureusement, l'impuissance apprise vient un peu saboter la confiance en soi de ton enfant par des choix de mots, toujours, que l'on peut avoir, dont on n'imagine pas la portée. Mon but aujourd'hui, c'est que tu en prennes conscience pour pouvoir agir dessus, si tu le souhaites. Alors, l'impuissance apprise, pour t'illustrer un petit peu ce que c'est, l'exemple le plus connu, le plus parlant, c'est cette image des éléphants qu'il y a dans ces pièges à touristes, où malheureusement les animaux sont maltraités, où ce sont ces éléphants que l'on peut voir qui sont attachés à une corde, à un pieu, et qui sont privés de leur liberté pour diverses attractions ou autres, bref. Et je sais pas si tu t'es déjà posé la question de me dire, mais la force d'un éléphant, aussi grosse que soit la corde, aussi gros que soit le pieu, un éléphant, il a la force de se libérer de ça. Pourquoi est-ce qu'il reste ainsi cloisonné, privé de liberté ? C'est à cause justement de l'impuissance apprise. En fait, ce qui se passe, c'est que on attache un bébé, un éléphanteau, à une corde, à un pieu. Et comme c'est un jeune éléphant, il n'a pas encore toute sa force, donc effectivement, la corde va le priver de sa liberté. Le pieu va le maintenir à un endroit fixe. Il va naturellement essayer de se débattre pour retrouver sa liberté, mais sans y parvenir. Et en fait, avec ces échecs répétés de ces tentatives de vouloir se libérer, il va assimiler le fait d'être attaché à une corde, à un pieu, à une perte de liberté. Et même en grandissant, où il acquiert toute sa force et la possibilité de se libérer, avec cette impuissance apprise-là, il aura complètement perdu jusqu'à l'envie d'essayer de se libérer. Parce qu'il aura complètement intégré que cette petite chaîne, ce petit pieu, le prive de sa liberté et qu'il ne peut pas s'en défaire. Il aura appris par ses échecs répétés que c'est impossible. Il aura eu cette croyance-là. Sauf que, effectivement, toi tu le sais, il a grandi, sa force a décuplé. Le petit pieu, aussi gros soit-il, ne fait pas le poids face à lui. Mais son impuissance apprise le privera même de l'envie d'essayer, de croire qu'il peut y arriver. C'est ça en fait l'impuissance apprise. C'est le fait que notre croyance, elle est devenue tellement forte, tellement limitante, qu'on se résigne à ne même plus essayer de la combattre. C'est devenu un fait que l'on ne remet plus en question. Alors pour faire le lien avec la parentalité bienveillante et ton enfant, en fait, sans s'en rendre compte,
nous, parents, on met nous aussi inconsciemment des cordes à nos enfants. On leur apprend l'impuissance apprise. Et ça va passer par des petites phrases du style « Tu es trop petit, je vais t'aider ». Non, c'est difficile, je vais le faire pour toi. C'est dangereux, laisse-moi faire, je vais le faire pour toi. Ce sont des phrases tout à fait banales, ce sont des phrases que tu as sans doute déjà utilisées, que j'ai déjà utilisées. Il n'y a pas de... encore une fois, je suis parfaitement imparfaite, donc moi aussi ça m'arrive. Mais en fait, dans ces petites phrases, même si elles ont vocation de vouloir protéger l'enfant, de vouloir lui poser un cadre sécurisant, ces phrases-là, pour autant, vont induire une notion d'impuissance apprise. Et c'est ce que je t'explique dans l'épisode d'aujourd'hui. Je vais prendre ces 3 cas-là, je vais leur poser un contexte, te montrer en quoi, selon ma vision, cela va poser un problème par rapport à l'impuissance apprise. Et bien évidemment, je ne vais pas te laisser comme ça, je vais te proposer une alternative, comment faire différemment pour ne pas tomber dans ce piège de l'impuissance apprise, mais au contraire, permettre à ton enfant de développer une belle et solide confiance en lui. Alors, si on reprend le premier exemple dont je t'ai parlé, le fameux « tu es trop petit, je vais t'aider ». Alors, je ne vais pas revenir sur la notion de « tu es petit » ou « tu es grand », parce que ça, c'est déjà une notion que j'ai développée dans l'épisode 12 du podcast, sur le piège des mots, avec l'article qui s'appelle « Tu es grand maintenant ». Voilà, ça, je vais vraiment mettre de côté pour me concentrer et pas te proposer un épisode à rallonge, Mais le fait est que, par exemple, peut-être qu'on va juger notre enfant trop petit, trop jeune, peut-être pour se laver correctement, pour prendre la vaisselle qui casse, ce genre de choses. Et bien finalement, cette façon de dire à notre enfant « tu es trop petit, je vais t'aider, je vais le faire », ça revient quelque part à lui inculquer l'idée que ce n'est pas à lui de le faire, qu'il n'en a pas les capacités, et qu'à cause de la taille ou de son âge, de sa dextérité, il n'est pas en mesure de le faire. Le problème, c'est que ton enfant n'a pas conscience du tout, ni connaissance, que cette incapacité est temporaire. Il ne connaît pas les conditions dans lesquelles, potentiellement, ça sera possible pour lui de se laver tout seul, de manipuler la vaisselle qui casse, peu importe. Donc, il va en déduire que c'est pas à lui de se laver tout seul, c'est pas à lui de débarrasser le lave-vaisselle, c'est pas à lui de mettre la table parce que la vaisselle casse, ce genre de choses. Et finalement, il va en comprendre que son parent sera toujours là pour lui, pour ce genre de choses. Et là, je ne pense pas que j'ai besoin de te préciser en quoi c'est un problème pour lui et pour nous, parents. Parce que bien naturellement, du jour au lendemain, on va dire à notre enfant « Mais t'es grand maintenant, tu pourrais te laver tout seul. T'es grand maintenant, tu pourrais nous participer et mettre la table. » Mais non, à quel moment, en fait, notre enfant peut switcher ainsi et comprendre que là, maintenant, il a les capacités de faire. Et qu'effectivement, ce n'est pas notre rôle de parent de faire pour lui. Il manque une marche, si tu veux, quelque part. On lui fait rater une marche et donc on vient créer une situation potentiellement conflictuelle entre nous et notre enfant par un quiproquo qu'on a instauré tout à fait inconsciemment. Alors la solution que je te propose pour éviter de tomber dans ce piège où du jour au lendemain, notre enfant a l'impression qu'on se met à râler parce qu'on lui demande de participer à la vie de la maison ou de faire tout seul parce qu'il est grand, finalement, la solution que je te propose, c'est au contraire de développer justement la confiance en soi de ton enfant, la confiance en ses capacités et en évitant ce piège d'impuissance apprise. Et ça, ça passe par le fait d'impliquer ton enfant dès son plus jeune âge. Pour donner un exemple, moi, à 2 ans, et même avant, je n'ai pas d'âge précis en tête, mais dès que mes enfants savaient tenir debout correctement, si tu veux, sans se tenir ni rien, ils manipulaient la vaisselle qui casse. Mes enfants n'ont jamais eu de vaisselle en plastique ou, solide, entre guillemets, spécial bébé. Ils ont toujours eu les mêmes assiettes que nous, les mêmes verres que nous. Au début, non, effectivement, la tasse à bec, quand vraiment ils étaient tout petits, une question de dextérité, mais dès lors que la dextérité était suffisante pour prendre un gobelet en plastique, je considère que la dextérité est suffisante pour attraper un verre. En verre. Voilà. Donc, très très jeune, mon fils, je pense notamment, le souvenir plus récent, c'est mon plus jeune, c'est Krapopoulos, effectivement, il manipulait la vaisselle dans le lave-vaisselle pour vider. Alors effectivement, je l'accompagnais, je lui expliquais que c'était une assiette à la fois parce que c'était lourd pour lui,
C'est pas comme nous, on en prend 3-4 à la fois. Non, effectivement, lui, c'était une à la fois. Mais dès le plus jeune âge, mes enfants ont manipulé la vaisselle qui casse. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai déjà abordé dans 2 épisodes notamment, où je te donne des exemples dans la vie courante, dans la maison, comment favoriser l'autonomie de ton enfant. Ça, c'est l'épisode 15 et l'épisode 16. L'épisode 15, en gros, c'est la partie de vie commune, et l'épisode 16, ça va plus être sur les chambres, comment s'habiller, la salle de bain, ce genre de choses. Je comprends aussi que si tu veux, peut-être que ton enfant est déjà grand et que, entre guillemets, le mal est déjà fait, il a déjà pris le pli. Ça, c'est pas grave. Tu peux lui expliquer pourquoi, en fait, tu lui demandes de s'impliquer. Tu peux lui expliquer également que, effectivement, peut-être que ta façon de lui parler, de lui présenter les choses, ne l'a pas encouragé à manipuler, que c'était une erreur, tu ne savais pas, tu vois, toujours le parfaitement imparfait, on l'incarne. Oui, j'ai fait des erreurs, mais aujourd'hui, j'essaye de corriger ça, et je te demande, qu'on fasse ça ensemble, qu'on apprenne ensemble. Ça, c'était l'aparté, si jamais effectivement ton enfant est un peu plus grand et tu dis « Ah zut, j'ai raté le coche, c'est trop tard ». Ce n'est jamais trop tard. D'accord ? Voilà, c'est effectivement juste, ça va demander peut-être un peu plus de temps, ça va demander plus de discussion pour expliquer le pourquoi, mais ça ne sera jamais une mauvaise chose, de 1, et ça ne sera jamais trop tard. Maintenant, l'alternative au fait de dire tu es petit, laisse, je vais faire pour toi, je vais t'aider, c'est peut-être une formulation du style « Je vois que c'est encore difficile pour toi. Je te montre, je le fais avec toi pour t'apprendre. » Là, en fait, on montre à l'enfant que on entend les difficultés qu'il peut avoir, par exemple pour se laver correctement seul, mais que on ne fait pas pour lui, on ne fait pas à sa place, on le fait avec lui pour lui apprendre. Et là, quand tu utilises ce genre de mots, si tu veux, tu te places vraiment dans la position d'un parent accompagnant. C'est pas un parent qui fait à la place d'eux, c'est un parent qui vraiment accompagne l'enfant à acquérir cette capacité. Et c'est ça qui va venir nourrir la confiance en soi de ton enfant. Parce que il se dit pas « je ne suis pas capable, c'est maman qui va faire, c'est papa qui va faire ». Non, il se dit simplement « je ne sais pas encore faire, maman, papa me montre et j'apprends. Je suis en capacité de le faire et d'apprendre. » Et ça change tout. Et c'est ça qui va venir tuer à la racine l'impuissance apprise pour, au contraire, venir favoriser, développer une belle confiance en soi. Parce que tu le vois dans cette tournure de phrase, finalement, il n'y a pas du tout de jugement sur les capacités, il n'y a pas l'absence de son implication. C'est vraiment, encore une fois, le parent qui accompagne son enfant à apprendre à faire quelque chose. Je reprends mon deuxième exemple. La phrase du style « c'est difficile, je vais le faire pour toi ». Eh bien ça, finalement, c'est « je vois que c'est difficile, je vais le faire à ta place ». C'est exactement dans la même lignée finalement que « tu es trop petit, je vais t'aider ». C'est peut-être par exemple quand ton enfant apprend à mettre ses chaussures seul, ses chaussettes seul, couper sa viande seul, s'essuyer les fesses aux toilettes seul. Oui, tous ces exemples, oui, ils sentent le vécu. Oui, j'ai vécu ça sent l'expérience. Mais là encore, ce que je veux te proposer, c'est de changer ta façon de t'adresser à ton enfant pour ne pas finalement te positionner toi, le parent, l'adulte, en tant que sauveur. Ça, je sais pas si tu te souviens, je t'en ai déjà parlé, ce fameux triangle dramatique, triangle de Karpman. Quand on se positionne en sauveur dans une relation, on prive la victime, entre guillemets, donc là c'est ton enfant qui apprend, on le prive de sa capacité de faire. Donc on vient saper la confiance en soi. Ça c'était la petite aparté. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où tu vas te positionner en sauveur, dire c'est difficile, je le fais pour toi, eh bien finalement ça va devenir logique et normal pour ton enfant de sans cesse faire appel à toi pour toutes ces tâches pour lesquelles tu lui as dit c'est difficile, je le fais pour toi. Tu vois, c'est le sapin qui se mord la queue finalement. Parce que toi, le matin, t'es pressé. Tu veux qu'il mette rapidement ses chaussettes, ses chaussures. Tu veux qu'il acquiert de l'autonomie à table ou aux toilettes ou autre. Tu veux faire vite. Et je le comprends. Encore une fois, je te dis, ces erreurs-là, je les ai faites. Mais, du coup, ça va venir inscrire ton enfant dans ce schéma où c'est pas à moi de faire. Quand c'est trop difficile, j'appelle maman, papa, un adulte va venir faire pour moi. Et ton enfant, naturellement, et il a raison, va se sentir déchargé de cette responsabilité-là. Tu vois ce que je veux dire ? Donc finalement,
C'est vraiment, encore une fois, une question de position de l'adulte par rapport à l'enfant. Je le fais à ta place ou je t'apprends à le faire. Finalement, ça se résume à ça. Si je dois résumer l'épisode en 2 mots, voilà, ça serait vraiment la position de l'adulte. Soit il accompagne à apprendre à faire, soit il fait à la place pour aller plus vite, pour des sécurités, voilà, peu importe la raison. Et là, on va venir placer l'enfant dans une situation d'impuissance apprise, dans une situation où même en grandissant, il va pas comprendre pourquoi est-ce qu'on lui demande d'évoluer, tout simplement. Donc l'alternative que je te propose par rapport au fait, quand ton enfant vit une situation difficile, mettre ses chaussures, ses chaussettes, s'essuyer les fesses, couper sa viande, peu importe, tu prends l'exemple qui te va et tu en inventes d'autres, parce que c'est une liste naturellement qui est non exhaustive, mais le meilleur moyen, c'est finalement d'accompagner ton enfant à apprendre à le faire. Encore une fois, tu peux expliquer à ton enfant que tu vois ses difficultés, que tu es présente pour lui montrer comment faire, pour lui apprendre à faire seul. Et c'est vraiment ça le secret, le meilleur moyen finalement pour ne pas passer par la case tu es grand maintenant, tu devrais savoir le faire seul. Parce que honnêtement, pourquoi est-ce que notre enfant apprendrait à faire seul certaines choses alors qu'il a l'habitude que son parent le fasse à sa place? Et là, je vais faire une petite aparté. J'ai envie de faire un petit coucou aux belles familles qui ont materné leurs enfants jusque sur le très 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 tard, jusque sur le presque adulte, voire adulte, et qui, du coup, quand ils vivent en couple, pensent que l'autre va faire pour lui, que les choses se font toutes seules par le Saint-Esprit. Tu vois, là aussi, l'impuissance apprise peut avoir des répercussions et peut servir d'excuse à la non-répartition de la charge mentale. Ça, c'est aussi un épisode que je t'ai proposé avec le collectif Ta pensée A. Encore une fois, tous les liens que je te propose sont en description de l'épisode. Bref, c'était la petite boutade pour vraiment boucler la boucle sur le sujet. La troisième situation dont je t'ai proposé comme exemple, c'est le fameux « c'est dangereux, laisse, je vais le faire ». Alors, ça aussi, ça impacte négativement la confiance en soi de ton enfant, et pourtant c'est tout à fait légitime parce que ton but c'est de venir protéger, assurer la sécurité de ton enfant. Mais ça peut être par exemple des exemples comme le fameux couper la viande tout seul, passer la tondeuse. Moi j'ai mes grands qui passent, aller vers 7-8 ans, ils ont commencé à apprendre à passer la tondeuse avec leur papa. Ça peut être simplement de remuer le plat en cours de cuisson sur la plaque, sur le feu. On va dire à notre enfant, non, laisse, c'est dangereux, je vais le faire. Eh bien là encore, on va venir insinuer que notre enfant n'est pas responsable de cette vie de la famille, de cette tâche ménagère, pour des raisons de sécurité. Mais j'ai envie de te dire, de la même façon que tu vas accompagner ton enfant à apprendre à traverser la route en sécurité, tout d'abord en lui tenant la main, ensuite en lui apprenant à regarder à droite et à gauche en étant à tes côtés, et puis ensuite à le laisser prendre de l'autonomie et à surveiller comment il traverse, eh bien on peut apprendre exactement la même chose pour nos enfants dans les situations qui nous semblent dangereuses en l'y accompagnant. Pour ce qui est de couper la viande, couper les légumes, manier un couteau, qui peut être effectivement quelque chose de dangereux et pour lesquels les enfants, très tôt, sont attirés vers ça. Je pense notamment vers les 2 ans, les enfants aiment bien apprendre à faire par eux-mêmes. Eh bien, il y a plein de solutions. Je pense notamment aux fameux couteaux qui ne coupent pas, comme les Kiddie Cutter. Il y a aussi les couteaux type Opinel ou Chef Club, tu sais, qui proposent, qui ont une configuration telle qui permettent un bon placement des doigts, il y a un protège-doigts pour vraiment avoir une prise en main facilitée et apprendre à manier un couteau en sécurité. J'ai envie de te dire, encore une fois, le couteau, c'est quelque chose pour lequel il faut accompagner ton enfant à apprendre. C'est pas le priver d'eux. Et puis un jour, quand il a 8 ans, tu dis non mais attends, tu peux couper ta viande tout seul. Mais en même temps, s'il a jamais appris à manier un couteau correctement, c'est pas quelque chose d'inné. C'est quelque chose qu'il s'apprend. C'est vraiment quelque chose pour lequel nous, parents, nous devons accompagner notre enfant. En résumé, ce n'est pas parce que c'est dangereux qu'il ne faut pas apprendre à notre enfant à savoir comment faire. Au contraire, encore une fois, j'ai envie de te dire, c'est vraiment la position du parent qui accompagne. Et d'autant plus quand on parle de situations
dangereuse, entre guillemets. Voilà, et tu mets le dangereux, tu mets le degré de dangerosité qui te convient. Dans le même genre, je te parlais de la tondeuse, eh bien, mes enfants aussi par rapport à l'escalier qui peut représenter, qui est un danger, hein, c'est pas qui est un danger domestique, qui est un danger dans la maison, je n'ai jamais mis de barrière de sécurité dans les escaliers, dans les maisons où nous avons habité avec nos enfants, alors même qu'ils étaient tout petits, parce que je leur ai appris, je les ai accompagnés à savoir comment se comporter dans un escalier, comment monter, comment descendre en sécurité. Et ça, encore une fois, je t'en ai parlé dans l'épisode, notamment le 16, où je te partage tous mes trucs et astuces pour favoriser l'autonomie de l'enfant. Voilà, encore une fois, je ferme cette petite aparté. Pour revenir finalement à l'alternative que je te propose, à la solution, où quand il s'agit de quelque chose qui nécessite de la sécurité, eh bien, c'est d'expliquer à ton enfant, alors ça peut être dangereux. Je te montre comment le faire en sécurité pour te l'apprendre. Et là, j'ai envie de te dire, tous les mots sont importants, parce que on mentionne le danger, on mentionne le fait qu'il faut vraiment mettre les conditions pour être en sécurité, et la posture du parent, elle est là pour accompagner, pour apprendre. Voilà. Donc au lieu de dire « c'est dangereux, je le fais pour toi », c'est dangereux, je t'apprends comment le faire en sécurité pour que tu saches le faire seul. C'est vraiment ça, tu vois, les 3 éléments, ils sont fondamentaux. Mentionner le danger, mentionner le besoin de sécurité, mentionner le fait que l'on est là pour accompagner et apprendre à notre enfant. Sur ce fameux « c'est dangereux, je vais le faire », je voudrais faire une nouvelle petite aparté pour montrer que il peut y avoir aussi certaines choses qui perdurent à l'âge adulte. C'est dangereux, je vais le faire pour toi. Ça peut aussi être, dans sa variante, tu sais pas le faire, tu le fais mal, je vais le faire. Comme par exemple quand on parle de plier le linge, passer l'aspirateur, nettoyer quelque chose, peu importe. Et cette remarque, elle est valable pour ton enfant, bien sûr, mais aussi, peut-être, pour ton ou ta conjointe. Et là, j'ai envie de te dire, la solution ici aussi, elle va consister à accompagner, encourager, lâcher prise. Alors, accompagner, encourager, je parle de ton enfant naturellement. Lâcher prise, c'est plus avec ton ou ta conjointe. C'est un adulte en face de toi. Tu peux lui expliquer ton besoin, le pourquoi tu aimerais que ce soit fait à ta façon. Mais voilà, ça c'est encore un autre sujet, j'ai envie de te dire, mais c'est un petit peu dans la même veine si tu veux. On a tendance à dire c'est dangereux, je vais faire, ou alors tu le fais mal de toute façon, donc je vais le faire. Mais en fait non, c'est pas une solution. C'est vraiment pas une solution. On vit tous ensemble dans une famille, que ce soit avec ton enfant, si t'es parent solo, ou en recomposé, ou en famille avec un conjoint ou une conjointe, peu importe, il faut apprendre à vivre ensemble. Donc la communication, ça sera toujours la clé. Bref, ce que je veux dire, c'est que quand ton enfant fait, oui, ce ne sera peut-être pas parfait, mais le simple fait que ton enfant ait la volonté d'essayer de le faire, eh bien, c'est vraiment à encourager. Alors capitalise dessus. Fais du renforcement positif et accompagne-le peut-être à apprendre à faire dans son axe d'amélioration, pas en pointant du doigt ce qui est mal fait, un petit peu comme les copies, tu sais, des instituts où il y a cette tendance, avant c'était toujours on soulignait en rouge ce qui ne va pas, et certains instituteurs, certaines institutrices ont cette vocation de souligner le positif avec du vert, à souligner ça c'est correct, ça cette lettre-là elle est bien faite. Eh bien fais la même chose avec ton enfant, le renforcement positif. Là je vois que tu t'es appliqué pour plier le t-shirt. Alors oui, c'est pas encore symétrique, c'est pas comme moi je fais, mais moi j'ai l'habitude, moi je l'ai fait beaucoup de fois. Il faut beaucoup de répétitions pour y parvenir. Je te fais confiance. Continue, ça va venir, mais ce que tu fais, c'est déjà super. Ça me fait gagner du temps, alors merci beaucoup. Voilà, c'est ça typiquement le genre de phrase que j'emploie avec mes enfants pour faire du renforcement positif, tout en soulignant qu'effectivement, ce n'est pas encore exactement comme je le souhaiterais, mais c'est pas grave. Je souligne la volonté, je souligne les efforts, je souligne la persévérance, je souligne le fait que moi aussi au début, c'était pas bien fait comme je le fais aujourd'hui, c'est avec l'expérience que j'ai acquis cette capacité-là. Et tout ça, ça vient nourrir la confiance en soi, tout simplement. Dans l'exemple que je viens de te donner, ça vient en plus nourrir ce sentiment de coopération volontaire et naturelle de ton enfant. Tout bénef, j'ai envie de te dire. Pour terminer l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais te rappeler que l'impuissance apprise
et l'absence de confiance en soi, elle est également vraie pour toi, le parent, l'adulte qui accompagne l'enfant. Ce n'est pas parce que tu vas mettre des choses en place avec ton enfant, tu vas te renseigner sur la parentalité bienveillante, que tu veux apprendre les émotions à ton enfant, que du jour au lendemain ça va marcher. Et quelquefois on va se dire « mais ça marche pas, la parentalité bienveillante, expliquer les émotions à mon enfant, ça ne marche pas avec mon enfant, peut-être avec les autres, mais pas avec le mien, pas avec moi. » J'ai envie de te dire, c'est faux. Ça, c'est l'exemple typique d'impuissance apprise. Ce n'est pas parce que tu as essayé une fois, 2 fois, sur un petit laps de temps, que tu as la preuve que ça ne marchera jamais. Plus tu vas commencer la parentalité bienveillante, l'empathie avec ton enfant, alors qu'il est déjà grand, plus effectivement ça va demander du temps à ton enfant pour comprendre le changement de posture que tu as, pour assimiler ces nouvelles règles, cette nouvelle façon, cette nouvelle relation que tu crées avec lui. Et donc j'ai envie de te dire, l'investissement va être un peu plus grand effectivement. Mais pour autant, je te garantis que les résultats sont à la clé. Ça demandera peut-être un peu plus de temps, mais la parentalité bienveillante, ça fonctionne. C'est faux. Fonctionner, c'est une machine qui fonctionne. On parle de relations humaines. On parle de toi, d'une autre personne. Forcément, on se lève pas tous avec le même niveau d'énergie, la même humeur, d'un jour sur l'autre, en fonction des événements. Il y a plein de facteurs qui font que effectivement, ça va se passer comme tu l'imagines, ou pas d'ailleurs. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ça ne fonctionne pas, parce que c'est pas une machine sur laquelle on appuie sur un bouton, et puis il y a un résultat derrière. Non, on parle de relations humaines, c'est beaucoup plus complexe que ça. Par contre, une parentalité bienveillante, une parentalité qui respecte les émotions de l'autre, qui respecte les besoins, qui cherche à créer une relation de coopération, vraiment de même niveau, pas de la domination, mais vraiment d'égal à égal, où on essaye de construire ensemble, ça, c'est sûr et certain que ça apporte des résultats dans la nature de relation, et ça va venir, c'est vraiment l'effet exponentiel, si tu veux, c'est l'effet boule de neige. Au tout début, les changements, les modifications seront minimes, on verra peu ou pas de résultats. Mais, pour autant, le changement, il est bien là. Et plus tu vas le faire, plus ça va prendre de l'ampleur et plus ça va être visible. Et là, tu vas avoir un énorme truc positif. Tu vas rentrer dans ce fameux cercle vertueux. Tu auras changé ta façon d'être avec ton enfant. Et finalement, c'est ça la racine pour moi de la parentalité, c'est ça être parent. C'est vraiment d'être, c'est changer le comportement que l'on a avec notre enfant, notre posture en tant que parent. Et c'est pour ça que c'est la base de toutes mes formations, de tout ce que je te propose. Ça doit venir de toi, incarner le changement que tu veux voir chez tes enfants. C'est pas des trucs et astuces. Ça, je t'en ai parlé dans l'épisode 33 du podcast. J'arrive au bout des outils de la parentalité bienveillante. Que faire ? La parentalité bienveillante, c'est pas des trucs et astuces. En partie, oui, naturellement. Mais si tu n'adoptes que des trucs et astuces, mais que tu ne changes pas ta façon d'être avec ton enfant, tu arriveras à un plafond de verre. Tu arriveras à un niveau où, effectivement, tu as l'impression que ça ne fonctionne plus. Parce que ta posture d'accompagnant est, elle aussi, à adapter pour pouvoir montrer l'exemple à ton enfant, pour pouvoir, à travers une communication non verbale, lui montrer que réellement, il est ton égal. Réellement, vous n'êtes pas dans une relation de domination-soumission. Et ça passe par le être, ça passe par la posture. Les enfants, encore une fois, font ce qu'ils voient, pas ce qu'on leur dit. C'est en cela que changer ta posture de parent, c'est une garantie de succès pour avoir une belle et solide relation avec ton enfant, basée sur la confiance, la coopération. Donc, effectivement, ça va te demander un peu plus d'investissement, de temps. Ça va pas se passer du jour au lendemain. Mais, encore une fois, toi aussi, tu peux sortir de l'impuissance apprise en tant que parent. Et si tu as besoin d'un coup de pouce, eh bien, j'ai envie de te dire, je suis là, que ce soit à travers mes coachings individuels, où là, c'est vraiment, je te prends par la main et on personnalise complètement l'accompagnement à ta famille, à ta personnalité, ou même à travers mes formations, notamment ma formation S'élever en même temps que son enfant, qui elle a pour but de vraiment t'accompagner à revoir complètement ta posture en tant que parent, poser les cadres pour avoir le cadre et les règles bienveillantes, savoir vivre et accompagner les émotions.
savoir donner confiance à ton enfant. Ça, c'est un module complet de la formation, concret, où je te donne toutes mes clés pour savoir comment développer la confiance en soi de ton enfant, mais la tienne également. Comment avoir une fratrie harmonieuse, ne pas avoir de relations conflictuelles. Voilà. Et tout ça, ça passe par le changement de ta posture en tant que parent. Et c'est le fil rouge de la formation, s'élever en même temps que son enfant. Bref, j'ai terminé le moment d'autopromotion, c'est la fin de cet épisode. Si tu dois retenir qu'une seule chose, c'est que, effectivement, l'impuissance apprise, ça passe par faire attention au vocabulaire. Les mots ont un poids, les mots ont une importance. Et si tu veux aller plus loin, tu peux effectivement aussi écouter l'épisode 5 du podcast où je te partage mes 4 clés pour développer une belle et solide confiance en soi de ton enfant. Voilà, j'espère que ça te donne quelques pistes pour ton enfant, mais également pour toi, de comprendre ce que c'est que l'impuissance apprise et comment éviter de tomber dans ce piège. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites soutenir le podcast pour m'encourager à continuer à créer des épisodes, eh bien, tu peux le faire sur le site mercredi.com/soutien en me faisant un don libre. Une autre façon de m'encourager et qui est vraiment très efficace, eh bien, c'est d'en parler tout simplement autour de toi, de partager le podcast, le site. Et si le cœur t'en dit, eh bien, c'est également de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast, Spotify, quelle que soit la plateforme, si elle te le permet. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, à diffuser ce message qu'une autre façon de la parentalité est possible. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire, mais également ceux qui m'envoient des messages privés. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!